Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Arthur Charles, le cofondateur de Cocorico, marque de vêtements fabriquée en France qui se veut une alternative à la fast fashion. Dans notre débat, on se demandera comment développer la culture de l'achat responsable en entreprise et dans le service public. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai la cidrerie IC, histoire de deux Normands basés en Gironde. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Arthur Charles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Cocorico. Alors, c'est d'abord l'histoire d'une famille, d'une fratrie, puisque vous l'avez créée avec votre frère Tom et votre sœur Colline, c'est ça? Avec quelle idée? Pourquoi vous l'avez créé, Cocorico? Oui, tout à fait. On avait envie d'entreprendre ensemble, en famille. On avait aussi vu un souci à l'époque. On voulait créer une marque de mode. On voulait avoir un impact aussi. Et c'est vrai que produire localement, faire du Made in France nous semblait intéressant. Mais on voulait lever une barrière qui était celle du prix. Le Made in France, on se rendait compte que c'était super écologiquement, super socialement. On pouvait recréer de l'emploi, on pouvait avoir un vrai impact. Mais si personne n'a les moyens de le consommer, c'était compliqué. Donc on s'est lancé une mission dès 2017 qui était de rendre enfin accessible la production française et notamment la mode made in France. Et on va voir comment vous y arrivez depuis donc 8 ans. Vous en êtes où aujourd'hui, 8 ans après la création de Cocorico? Ouais, écoutez, on a bien grandi. Aujourd'hui, on a une marque de mode généraliste. Donc on habille hommes et femmes des pieds à la tête. 100% made in France. On a plus de 7000 références sur notre site cocorico.store. Et en 2024, on a passé un milestone assez important. On est devenu le premier fabricant textile français avec plus de 700 000 pièces vendues sur notre site et plus de 600 000 clients actifs en ligne. Ouais. Et donc avec cet objectif de rester accessible en prix, et donc forcément une sorte d'alternative ou de concurrence face à ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Vous en pensez quoi de cette loi qui a été votée, et même de l'amende qui vient d'être décidée contre Chine notamment? Ouais, bien sûr. Bah, nous, on trouve que dès que le gouvernement, nos députés prennent en main ce genre de sujet, de distorsion de concurrence, nous, on est bien sûr favorable. Après, je pense qu'ils peuvent sûrement aller plus loin, notamment au niveau européen. Je pense que c'est ce qui aura sûrement le plus d'impact. Après, nous, on a pris le problème un peu à l'envers chez Cocorico, c'est-à-dire que on avait plutôt essayé de comprendre pourquoi des géants comme ça fonctionnaient aussi bien, parce que ça Bah reste oui. un succès phénoménal. Ça veut dire qu'il y a une demande et qu'il y a des acheteurs et des acheteuses, hein. Bien sûr. Et en fait, ça révèle deux choses pour nous. La première, c'est que le prix reste le premier vecteur d'achat, notamment dans la mode. Et donc, nous, on a essayé de lever cette barrière tout en produisant en France. Et deux, c'est que acheter de la fringue, ça reste un élément de joie pour les gens. C'est un passe-temps, en fait. Et donc, il faut respecter ça, je pense. Et donc, continuer à proposer ce qui peut faire plaisir aux gens. Et alors, ce défi, comment vous le relevez? Des prix abordables. Déjà, ça veut dire quoi pour vous, Ouais. un prix abordable? Nous, on s'est lancé historiquement sur le boxer, la culotte, tous les sous-vêtements. Et on a lancé le premier boxer 100% fabriqué en France à 9,90 €. Donc, moins de 10 €, vous êtes au prix d'un boxer du Made in ailleurs, qui est fabriqué en Turquie ou ailleurs. Nos t-shirts, c'est moins de 20 €. Nos sweats, moins de 40 €. Et donc, à ces prix-là, vous êtes compétitif par rapport à des marques qui produisent ailleurs. Et alors, comment vous faites? Et ben, déjà, je voudrais juste te dire que nous, le Made in France, c'est 100% français. Donc, la matière est faite en France. Tous les éléments, on ne peut pas faire plus français que nos produits. D'accord. Et pour y arriver, on a fait deux choses. La première, c'est un choix. C'est de dire, on va baisser nos marges, on va parier sur les volumes pour aller chercher des gains d'échelle. Et donc, progressivement, rendre cette marge au début à nos consommateurs et puis faire monter la sauce. C'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Je vous le disais, 600 000 clients aujourd'hui actifs. Donc, on commence à être une communauté assez importante. Puis le deuxième élément, c'est le circuit court lui-même, en fait. Quand vous produisez à 250-300 km de vos clients, eh ben, vous créez des économies énormes. La plus importante étant celle de ne pas avoir d'invendus. Aujourd'hui, Cocorico, on s'approvisionne en circuit court. Donc, tous les mois, on reçoit Vous n'avez pas de stock ou très peu de stock? très peu de stock. D'accord. Aujourd'hui, on estime que pas de stock et du coup, pas d'invendus. Donc, on est capable de s'adapter à la demande, de s'adapter à la météo d'un mois sur l'autre. Et ça, les grandes marques internationales ne sont pas capables de le faire. Et on estime que l'invendu, les grandes marques vous le font porter dans le prix final. Ça représente 30% du prix d'un vêtement aujourd'hui. Donc, c'est une économie qui est substantielle. Ouais. Est-ce que vous courez après cette logique qu'on trouve chez Shintemu, mais qui existait avant chez d'autres, c'était moins important, mais quand même de créer de nouveaux modèles en permanence? C'est-à-dire que là, l'ultra fast fashion, c'est du délire. C'est des dizaines, des centaines de nouveaux modèles par
par jour, et encore, je suis en dessous de la réalité. Ouais, bien sûr. Mais non, nous, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on fait les bons basiques Mhm. du quotidien qu'on fait toute l'année. On n'a pas de logique de collection chez nous. D'accord. Donc, un produit par exemple, notre t-shirt, on en a Mhm. vendu des centaines de milliers, c'est toujours le même depuis 2018. Mhm. Alors, toujours le même, nous, ça nous permet aussi de s'améliorer, d'avoir une amélioration C'est ce que j'allais vous continue. demander, vous le faites évoluer quand même. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aussi un Chine n'est pas viable économiquement dans le temps. C'est parce que quand vous lancez une robe ou un t-shirt, que vous le vendez pendant 4 jours et que vous l'arrêtez, bah, vous avez des surstocks, c'est forcé. Vous n'avez pas pu améliorer le produit, donc il ne peut pas être qualitatif. Vous n'avez pas appris avec vos clients. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un modèle comme Cocorico est plus sain économiquement et plus résilient. Mais comment on améliore un t-shirt? Eh ben, vous le produisez sur Ouais. des chaînes. C'est plus facile quand votre producteur il parle français et il est à 200 km de chez vous, vous pouvez aller le voir. Vous vendez, vous prenez des retours clients. Nous, on parle avec nos clients. Nos clients nous font des retours. Telle couture, tel sujet sur la maille. Et donc, on améliore la chaîne. C'est aussi l'énorme force de produire en France. C'est que vous parlez en direct avec toute la chaîne de fabrication et vous pouvez avoir un impact immédiat sur tous les éléments qui constituent votre t-shirt. Donc vous dialoguez avec vos clients. L'impact du fabriqué en France, j'ai bien compris que le prix, voilà, on est tous pareils, c'est certainement le premier levier. Mais l'impact du fabriqué en France, ça Ouais. vient juste après ou alors c'est anecdotique? Quelle part ça prend dans l'acte d'achat? Nous, on croit que c'est important, Oui. mais c'est la cerise sur le gâteau. Nous, le pari qu'on a fait dès le départ et qui a plutôt bien fonctionné, c'est de dire à qualité égale, à prix égal, si vous êtes Made in France, vous remportez la timbale à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on arrivera à massifier le Made in France. C'est en levant d'abord les 2 premières barrières importantes, la qualité et le prix. Ça, nous, on l'a fait. Et si en plus vous êtes français, là, vous remportez la vente. Alors, est-ce que ça veut dire, et je reviens à l'action du gouvernement en France ou de l'Union européenne, qu'il ne faut pas forcément sanctionner les concurrents, mais faciliter l'industrialisation ou la réindustrialisation du vêtement? Oui, tout à fait. Nous, on croit beaucoup à ça. Et comment alors? Eh ben, nous, typiquement, une des solutions pour produire en France à des Ouais. coûts de revient qui soient corrects, qui permettent d'avoir des prix compétitifs, c'est la technologie, c'est l'innovation dans les machines. Nous, on a par exemple acheté des machines on est les seuls en Europe à les avoir, on les a mis chez certains de nos fabricants, qui sont des machines automatiques, donc qui permettent de gagner du temps. Ce qui coûte cher en France, c'est le temps passé sur le produit. Ouais. Si vous réduisez ce temps, vous gagnez en coût. Ouais. Et ça, il faut que le gouvernement puisse nous aider. Il faut qu'on puisse aussi également pouvoir ouvrir des usines plus facilement. Aujourd'hui, il y a une demande d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'industrie. Il y a des marques comme nous qui sommes prêts à leur apporter, remplir les bons de commande. Mais c'est très long. Quand vous mettez plus de 2 ans à avoir des permis de construire aujourd'hui en France, c'est très compliqué de se projeter. Donc, simplification des processus de construction des usines. Et alors, sur la réduction des durées de fabrication dont vous parliez, bon, il y a effectivement l'automatisation, mais est-ce que là aussi, on est dans un dialogue avec le client? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à gagner du temps sur certains de vos produits, sur certains de vos basiques, en discutant avec les clients? Ouais, bien sûr. Le t-shirt, pour reprendre cet exemple, Ouais. on a divisé par 2 le temps de confection d'un t-shirt. Par 2? Par 2. Ce qui est permis par 1, la technologie, les machines automatiques, et 2, en discutant avec le client sur qu'est-ce qui est essentiel dans votre t-shirt, en fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait Il n'y a beaucoup de rien de plus choses. simple qu'un t-shirt. Qu'est-ce qu'on peut retirer à un t-shirt? Eh ben, je vous donne un exemple très Ouais. concret. Vous allez, dans tous les t-shirts que vous trouvez dans le commerce, vous avez ce qu'on appelle une bande de propreté. C'est un petit bout de tissu qui va cacher une couture dans le col. Son seul intérêt, c'est de cacher la couture. En fait, on s'en fiche de voir la couture. Je crois, oui. Ça n'a pas d'intérêt de résistance, ça n'a Ouais. pas d'intérêt de qualité. Ok. Le seul intérêt, c'était une tradition. En fait. Traditionnellement, on mettait ça. Ben non, on a dit, on va l'enlever. Ça, c'est des gains de plusieurs minutes sur chaque produit. Et donc, c'est en avançant comme ça, en parlant avec nos clients, en essayant de comprendre ce qui est essentiel dans un produit qu'on gagne du temps. Vous avez combien de sites de production aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 38 sites de production. Donc, qui sont un peu partout en France? Ouais. Aujourd'hui, vous avez encore les grands bassins textiles historiques, Ouais. le Nord pour la confection, le Jura, vous avez l'espadrille dans le Sud-Ouest. Donc, nous, on profite encore de ce bassin existant. Donc, ça veut dire que la filière avait pas totalement disparu. Ou alors, est-ce que le fait de créer une marque comme la vôtre, de la faire grandir, de la voir grandir, ça réinsuffle du business aussi pour la filière? Est-ce qu'il y a comment je peux tourner ça, mais des usines qui n'étaient pas loin de la fin et qui retrouvent une forme d'activité, avec vous ou d'autres d'ailleurs? Oui, bien sûr. Nous, en fait, on a trouvé, dans les années 80-90, elles ont beaucoup souffert. Il y en a beaucoup qui, finalement, ont réussi à tenir, à se passer les entreprises entre générations, à trouver des marchés publics ou des marchés très ciblés, et qui étaient ravis de nous voir revenir. Mais aujourd'hui, on a encore des capacités de production qui sont très importantes.
Nos 38 usines avec Cocorico aujourd'hui, c'est plus de 2,5 millions de pièces de capa, de capacité de production. Ouais. Et donc c'est très important. Avec des... Alors effectivement, on est un peu plus dans un circuit court, donc ça simplifie les choix logistiques. Mais quel choix de logistique vous avez fait, par exemple? Pour l'approvisionnement, Ouais. nous aujourd'hui, on va chercher le meilleur fournisseur au meilleur endroit. Donc, Mhm. c'est souvent des sujets d'automatisation. Est-ce que vous êtes bien équipé sur vos chaînes? Mhm. On vient également monter des chaînes dédiées à Cocorico chez nos fabricants. Et ça, c'est très important. Ça nous permet d'avoir une chaîne qui s'arrête jamais, qui Mhm. produit en permanence le même produit. Et on a également internalisé la logistique dès le départ. Donc, on a, nous, notre propre entrepôt logistique qui est également dans le Lot. Vous êtes basé dans le sud-ouest, c'est C'est ça? ça, nous on est pur sud-ouest, Mhm. et on expédie nous-mêmes l'intégralité de nos commandes, on gère nos stocks et donc ça Mhm. c'est assez important aussi pour l'expérience client. Ouais. Avec pour l'instant un mode de distribution, je crois, qui est 100% numérique, c'est ça? Tout à fait, Uniquement avec le site, ça peut changer ça? tout à fait. Oui, oui, bien sûr, nous aujourd'hui on a fait, une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur notre site e-commerce l'année dernière. Mhm. Je vous disais, premier fabricant, on passe une étape cette année et on s'ouvre au wholesale. Donc, Mhm. on va, très bientôt annoncer, plusieurs centaines de magasins qui vont nous distribuer, à horizon fin d'année. Donc ça veut dire que vous ne créez pas vos magasins, mais il y aura les produits Cocorico dans des magasins. Tout à fait. Ouais. En fait, nous, l'idée, c'est d'aller au bout de la démarche qui était de donner accès, hein. Nous, c'est l'accessibilité, notre mantra. Et donc, on voulait donner accès par le prix, bien sûr. Mais le canal de distribution est aussi un moyen d'accès. Il y a des gens qui n'achètent pas de vêtements en ligne. 80% d'ailleurs des Français achètent plutôt en magasin. Et donc, on voulait aller à leur rencontre et ouvrir plusieurs centaines de magasins d'un coup pour qu'ils puissent profiter de Cocorico au meilleur prix. Vous n'allez pas me dire avec qui, mais c'est un partenaire ou plusieurs? C'est plusieurs partenaires et donc quelques très gros. Bon, ok, ben on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Arthur Charles et bon vent à Cocorico. On passe à notre Zoom. On va parler des directions des achats au cœur de ces enjeux de RSE, de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Les directions des achats au cœur des enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. On est en duplex avec Olivier Van Stock. Bonjour, vous êtes directeur associé chez Agile Bayer et vous avez publié 2 livres sur ces enjeux, stratégie achat et achat aux éditions Erol. D'une manière générale, est-ce que c'est euh, la prise de conscience que c'est un levier, les achats, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'il y a encore besoin d'évangéliser en quelque sorte les entreprises là-dessus? Bonjour Thomas Hugues. Alors, les achats, si on reste que sur les achats, Mm. c'est une fonction qui n'a pas arrêté d'évoluer, de grandir. Elle a commencé au niveau des années 90 par les entreprises industrielles et puis ça a évolué progressivement. Pourquoi ça évolue? Pourquoi est-ce que c'est là? Pour un chiffre qui est très simple. Quand une entreprise vend pour 100 millions d'euros, en général, elle achète pour 60 et elle a une masse salariale qui va être de 30. Donc on est en train de dire que les achats, les fournisseurs, les ressources externes représentent 2 fois plus en poids que l'interne. Et donc c'est vrai pour les achats comme c'est vrai pour l'implication RSE, eh bien ça a un poids qui est important. Donc dès qu'on parle de réduire les coûts, dès qu'on parle d'avoir un impact RSE, dès qu'on parle d'être innovant, parce qu'aujourd'hui l'innovation vient souvent des fournisseurs. Mm. Donc on ne peut pas se passer des fournisseurs quel que soit le sujet, qu'on veuille être innovant, qu'on veuille être moins cher, qu'on veuille être plus réactif, il y a un vrai sujet de travailler avec sa chaîne de fournisseurs, c'est indispensable. Oui, indispensable. Et donc la prise de conscience, elle est réelle et elle est récente ou elle n'est pas récente? Alors, elle se fait progressivement, d'abord dans les industries, puis dans les services. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de directeurs achats qui sont membres du comité de direction. Mm. On va dire que le gros moment où il y a eu beaucoup de gens dans les comités de direction, c'était à partir de 2010 environ. Alors évidemment, la place est toujours challengée, hein, mais effectivement, aujourd'hui, beaucoup de comités de direction ont une direction achat Mm. dans leur sein. Et Agile Bayer publie chaque année une étude justement sur les achats des entreprises. Peut-être en quelques mots, Agile Bayer, c'est quoi? Agile Bayer, donc on est une société de conseil en achat, on existe depuis 19 ans, on est pionnier dans le domaine du conseil en achat. On a 4 activités. En cours, on propose ce qu'on appelle des équipiers achats. Donc quand il manque des acheteurs sur des familles d'achat ou des projets d'achat à des clients, eh bien, on leur propose ce service. C'est à la fois de l'expertise et de la flexibilité. On fait du conseil stratégique et on fait de la formation. On fait beaucoup de formation en achat
en achat et RSE ou en achat tout court. Il y a une demande qui est extrêmement forte, il y a une demande de professionnalisation qu'on retrouve aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Et ça, pour compléter ma précédente réponse, effectivement, aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte de professionnaliser de fonction dans le secteur public, qui est, lui, d'ailleurs, très demandeur de bonnes pratiques, de pratiques vertueuses en termes d'éco-responsabilité. Alors, cette étude, vous la faites chaque année. Je crois que c'est auprès de 900 directions achats. Déjà, quelle leçon générale, quel bilan général vous en tirez? Alors, effectivement, c'est la 16e étude, c'est la 10e édition de l'étude Agile Bayer qu'on fait avec le CNA, le Conseil national des achats, qui est l'association de référence. Alors, en fait, on retrouve 3 grands piliers dans les achats. La réduction des coûts, elle est particulièrement forte parce que les environnements seront challengés. Il faut avoir un équilibre financier dans toutes les entreprises, sinon elles meurent. Et donc, effectivement, il y a des objectifs de réduction de coûts qui sont là, qui sont forts et avec lesquels on va trouver tout un tas de leviers pour réduire les coûts et de plus en plus des leviers intelligents d'ailleurs. Le deuxième sujet, c'est les risques. Alors, la gestion des risques en ce moment, c'est le sujet phare parce que les flux euh, peuvent changer, parce que les droits de douane changent. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça? Comment est-ce qu'on peut être agile par rapport à ça? C'est une grosse demande qu'ont les directions achats et évidemment les sujets de RSE qui sont évidemment les sujets importants aujourd'hui pour lesquels il faut s'adapter. Alors évidemment, Tiens, je reprends la main sur ces questions de RSE et notamment de critères carbone, le critère CO2, parce que dans cette étude, il y a 51% des directions achats des entreprises que vous avez interrogées qui annoncent que ce critère CO2 va entrer dans le choix de leurs fournisseurs cette année. Va entrer, ça veut dire que tout le monde ne l'a pas intégré déjà. alors c'est vrai, et ça y va progressivement. C'est-à-dire que quand on mesure sur les 3 dernières années, on a pris 10% d'année en année, donc ça avance. Alors après ça, effectivement, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que si vous avez un fournisseur de transport, eh ben, évidemment qu'il faut mesurer son impact carbone. Si vous avez un fournisseur d'intérim, ce ne sera pas la priorité. Bien Parce que sûr. naturellement, on comprend qu'il le fait moins. Donc effectivement, je vais vous dire, nous on sort l'étude depuis 16 ans et jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, on disait que la RSE dans les achats, c'était du pipeau, d'accord? C'était du window dressing. Aujourd'hui, on voit des vrais changements. On a quand même 79% des entreprises qui sont engagées dans la réduction de leur empreinte carbone. Effectivement, on en a environ 1 sur 2 qui mesurent l'impact carbone de leurs fournisseurs. Donc ça peut aller plus loin, mais ça avance bien d'une année sur l'autre. Mais on va se le dire, mesurer le carbone, mesurer l'impact carbone, c'est pas facile. Il y a des méthodologies qui sont extrêmement différentes, il n'y a pas une méthode et les entreprises ont du mal à le faire. Donc, elles y arrivent progressivement, suivant la taille de l'entreprise, mais ce n'est pas évident, c'est pas en un claquement de doigts et c'est un sujet où la volonté ne suffit pas. Voilà, il faut y mettre les moyens, il faut avancer dans ce domaine-là. Mais clairement, vous avez raison, le sujet carbone, et on le voit dans l'étude Agile Bayer CNA, c'est le sujet phare dans la RSE. Ouais. Avec, si on emploie le terme d'achat responsable, qui est un petit peu flou, mais enfin bon, on comprend bien ce qu'on veut dire. Oui. Donc il progresse, mais il progresse comment? Il progresse notamment grâce à la réglementation, il progresse parce qu'il y a une pression de l'environnement, des clients eux-mêmes. Comment vous l'évaluez? Tiens, d'abord la réglementation, quelle part elle prend? La réglementation, c'est la première raison. Oui. Il y a un moment où il n'y a pas le choix. Donc il n'y a pas le choix, il faut y aller. D'accord? Maintenant, on ne va pas se mentir, on voit bien que la réglementation, sur différents sujets, elle passe son temps à reculer. Il y a différents sujets sur lesquels ça devait être fait l'année dernière, puis cette année, puis l'année d'après. Mm. Et on sait que sur ce sujet-là, l'impact des États-Unis aujourd'hui est fort. C'est-à-dire qu'il y avait une tendance extrêmement forte à. Même ceux qui ne le faisaient pas pouvaient dire qu'il faut y aller vers le développement durable et la RSE. Maintenant, il y en a qui disent qu'il ne faut pas y aller. Donc, effectivement, ça ralentit un petit peu et on a quelques freins aujourd'hui sur le sujet Ouais, qui sont effectivement. clairement observés. Alors, il y a effectivement le contexte géopolitique, le contexte international. Il y a la réglementation qui évolue. On a consacré ici beaucoup de débats, notamment à la CSRD, le bilan extra-financier. On voit que l'Europe est en train de reculer. Le backlash, le retour en arrière, il vient pas seulement des États-Unis. Mais si vous deviez lister ou identifier des contraintes à lever côté entreprise pour développer cet achat responsable, vous diriez quoi?
maturité à avoir, il y a des outils qu'on n'a pas encore qui sont en train d'être créés. Voilà. Je lisais récemment le philosophe Bachelard, et le philosophe Bachelard disait toute science a l'âge de ses instruments de mesure. Et en fait, tous les instruments de mesure et tous les instruments des achats responsables ne sont pas encore là. Il y en a qui seront là, on a des références, on a des indices références, mais pas que. Je l'évoquais sur le carbone, mais c'est vrai pour d'autres pratiques. Voilà. Donc, nous, on le voit, je vous l'évoquais, on vend de la formation, on voit que la demande en formation sur les achats et la RSE ou le carbone, elle explose. On nous le demande de plus en plus. Et là, il y a des investissements qui sont faits. Maintenant, on le sait, il y a des injonctions contradictoires entre on va développer la RSE et on va réduire les coûts. Donc ce sujet-là, c'est le plus gros frein et il faut trouver des prétextes qui vont bien pour se dire on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais les freins, ils existent. Cela dit, on va quand même dans le bon sens. Ces outils dont vous parlez, alors en vous écoutant, je me disais, bon, ok, on va parler numérique, on va parler d'intelligence artificielle, ça en fait partie? Ça en fait partie. Par exemple, vous avez reçu sur votre plateau des gens d'EcoVadis, la notation EcoVadis est devenue une référence. Voilà. Maintenant, en carbone, est-ce qu'on a une façon unifiée de le faire? Pas encore vraiment, il y a différentes façons de pouvoir le traiter. Donc, se dire, tiens, on a ces références, on a ces outils références. C'est en train de se construire. Je vais pas donner d'autres noms de marques, c'est en train de se construire, mais ça prend du temps, et ça prend du temps pour que ce soit créé et que ce soit adopté. Sachant que, évidemment, il y a une différence d'adoption suivant la taille de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise du CAC 40, vous avez des moyens absolument extraordinaires pour traiter le sujet. Si vous êtes une ETI, c'est moins le cas. Cela dit, j'ai vu dans la presse économique du jour que les ETI étaient 9 sur 10 à avoir fait leur bilan carbone, ce qui est un très bon chiffre. Oui, effectivement, il y a du progrès. Et quand on parle d'achat responsable, est-ce que ça veut dire que les directions d'achat se tournent, par exemple, de plus en plus vers des fournisseurs qui peuvent faire partie de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que ça rentre dans la grille d'analyse? Alors, c'est un très bon point. D'abord, on a deux types de fournisseurs. On a les fournisseurs avec qui on travaille aujourd'hui, et puis on a des fournisseurs avec qui on ne travaille pas encore, sur lesquels on va faire des appels d'offres. Donc il y a deux types de travail qui sont faits avec les fournisseurs. Comment est-ce qu'on fait progresser nos fournisseurs actuels? Et donc ça reprend ce que vous évoquez sur la façon de travailler. Et puis il y a les fournisseurs futurs. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des critères dans les appels d'offres privés ou publics, c'est une certitude. Voilà. On demande d'avoir des labels, on demande d'avoir des notations, donc ça on l'a absolument systématiquement. Et ceux qui ne le font pas maintenant sont une minorité. On a cette demande. Maintenant, quand vous avez des fournisseurs actuels, eh bien, il faut les faire évoluer. Demander aux futurs fournisseurs de cocher déjà les cases, c'est beaucoup plus facile, mais par définition, on ne change pas tous les fournisseurs tous les jours et on continue à travailler d'une façon intelligente pour les faire évoluer. Donc, il y a un travail d'éducation qui est fait par les directions achats envers leurs fournisseurs. Merci beaucoup, Olivier Van Stock, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Marion Deric. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de la cidrerie IC. Vous l'avez créée en 2021 avec Jérémy Rouxel, qui est votre compagnon. On va pas, voilà, c'est pas un secret. Alors, c'est une histoire de Normands installés à Bordeaux. Racontez-moi. Oui, tout à fait. On est tous les deux Normands, arrivés à Bordeaux en 2011 pour d'autres vies professionnelles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à Bordeaux, il n'y avait pas de cidre. Et donc ça, pour deux Normands, c'était pas possible. et surtout pour Jérémy, qui n'aime pas la bière. Ouais. Du coup, au fur et à mesure, on avait 20 ans à l'époque, donc aller dans un bar quand il n'y a pas de bière, enfin quand il y a de la bière uniquement, mais pas de cidre. Il y avait du vin, mais bon, l'image du vin, enfin voilà, c'était pas forcément toujours très fun. Et donc, au fur et à mesure, on a demandé est-ce que vous avez du cidre? Et on s'est rendu compte, les barman nous ont dit qu'il n'y avait pas de cidre local à Bordeaux. C'est ça, donc vous avez dit on va créer un cidre aquitain, ce qui est quand même un sacré défi au pays du vin de dire on va créer du cidre. C'est ça, mais cette espièglerie nous caractérise bien. Ouais. Donc voilà, et puis il faut être un petit peu fou pour se lancer dans ce projet. Mais c'est aussi ça, finalement, la cidrerie X, c'est vraiment porté par le territoire. Donc à la base, ça vient d'un besoin du territoire. Pas de cidre à Bordeaux,
OK, on va y aller. Et finalement, on a été très bien accueillis sur le territoire par les viticulteurs, par les brasseries qui existaient déjà. Parce que une cidrerie, c'est fun, c'est rigolo, ça apporte quelque chose de nouveau. Et du coup, en fait, on s'entend très bien avec tout le monde. Mais il faut produire des pommes déjà. Alors oui, ça c'est... Et ça existait à Bordeaux? C'est une région de production de pommes? Alors la Nouvelle-Aquitaine est vraiment le verger de la France. Okay. Mais c'est encore un point qui pose problème et un point sur lequel on est en train de travailler. On n'a que 4 ans. Aujourd'hui, on a 50% de notre production de pommes qui vient du Lot-et-Garonne, 50% qui vient encore de Normandie. L'idée, c'est quand on aura stabilisé nos recettes, nos assemblages, on pourra replanter en Nouvelle-Aquitaine. Bon, alors évidemment, c'est à consommer avec modération. Il faut toujours le rappeler quand on parle d'alcool. Ça veut dire que vous signez des partenariats avec des producteurs. C'est à quel point vous vous intégrez dans le tissu local? Oui. Alors, en fait, on a monté la cidrerie déjà pour avoir un impact sur notre territoire. C'était vraiment le prérequis dans la cidrerie. Et d'ailleurs, on est SAS de l'économie sociale et solidaire, donc c'est vraiment dans nos statuts. On a un impact, parce qu'en effet, on a des partenariats avec des agriculteurs locaux pour les pommes, mais ça va même plus loin. On travaille vraiment en circuit court pour tout ce qui est approvisionnement aussi. Approvisionnement, communication, etc. Tout est fait en local. Et aussi pour les ventes, puisque 90% de notre production est vendue sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, on vient de se développer. Donc, on vient d'investir 150 000 € pour pouvoir encore plus avoir d'impact sur le territoire et proposer. Là aussi, c'est une demande qui vient du territoire. On avait des viticulteurs et des arboriculteurs qui nous appelaient parce que nous, on a toute la machinerie de production pour produire des jus pétillants ou d'autres boissons. Eux ne l'ont pas. Et dans leur frigo, dans leur champ, dans leur verger, ils avaient de la production qui se perdait. Et en fait, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller les accompagner pour qu'on puisse faire des jus pour eux, des boissons pétillantes. D'accord, vous allez créer des jus de fruits pour eux, quoi. Exactement. Et ça évite vraiment le gâchis, puisque ça évite du gâchis alimentaire. En France, on a, je crois, 5 millions de tonnes par an de fruits et légumes qui sont jetés. Nous, à notre petite échelle, on va permettre à nos voisins de pouvoir les transformer en jus et les vendre. D'accord. Et à ce moment-là, vous êtes en marque blanche. C'est pas sous la marque X, c'est ça? Tout à fait. À ce moment-là, on fait en marque blanche et toute la prestation est sur mesure en fonction des besoins des clients. Et alors, les consommateurs, comment ils réagissent? Les Girondins, les Aquitains, ils tiquent un peu à avoir du cidre local ou au contraire, ça les amuse? Au contraire, il y a vraiment une prise de conscience à Bordeaux sur tout ce qui est local et circuit court. Non, vraiment, on a un très bon accueil des Girondins. Ils trouvent ça marrant, en fait, un petit peu comme vous au début de notre discussion. Voilà, ça interpelle, ça fait sourire. Et notre démarche plaît beaucoup. On est 100%, on fait que du bio. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de... Il y a une logique d'économie circulaire aussi dans ce que vous faites? Une grosse logique d'économie circulaire, puisque du coup, l'anti-gâchis fait partie de nos valeurs. Et on travaille aussi tout ce qui est coproduit. Donc, c'est-à-dire que le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Donc évidemment, on consigne des bouteilles. On a aussi trouvé un partenaire qui s'appelle Soprema qui vient récupérer la glacine. Donc c'est le papier sur lequel les étiquettes sont collées. Donc nous, on colle l'étiquette sur la bouteille et la glacine va devenir du matériel pour construire des maisons, de l'isolant. Et puis on va travailler, nous, à partir de nos propres déchets. Et en particulier, on a créé une farine de pomme. Donc, farine de pomme à partir du marc de pomme, qui est la matière qu'on ressort de notre pressoir, qui va être desséchée en local, bien sûr, et transformée en farine pour faire une alternative aux farines de noisettes, de châtaigne ou tout ça. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter la cidrerie IC et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut.